Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans MMA Extra Round. Aujourd'hui, nous allons amplement parler du Cage Warrior avec deux ambassadeurs de choix, Morgan Charrière et Nicolas Leblond. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Bonsoir Lucie. Vous nous avez régalé à Dublin avec un retour tonitruant dans la cage. C'était un rendez-vous important qu'il ne fallait pas manquer. On va en parler très largement, mais d'abord, les news avec Sébastien Love. Seb, là, il y a pas mal de news. T'as 3 minutes top chrono pour envoyer. Allez, on y va. C'est parti. Donc, que se passe-t-il du côté de l'UFC? L'UFC, donc, il y avait le retour de Henry Cejudo, donc The Messenger, qui avait 3 ans d'absence. Il s'était retiré après avoir défendu son titre chez les Bantamweight contre Dominic Cruz. Et bah, malheureusement, il s'est incliné par split decision contre le champion au titre Aljamain Funkmaster Sterling. Voilà, c'était la 3e défense de titre de Sterling. Et bah voilà, Cejudo, retour raté. C'est dommage. Va-t-il revenir ou pas? On ne sait pas. En tout cas, ce fut une belle édition. Vous l'avez vu ce combat, messieurs? Non, je ne l'ai pas encore vu, moi. Parce qu'apparemment, c'était une décision un peu litigieuse. Je voulais avoir votre avis là-dessus. C'était un combat serré, puis c'était plus à l'appréciation des juges à la fin. Après, je parle sans avoir vu. Hein. D'accord. Mais de ce que je ressens, tu vois, des highlights que j'ai vus et tout, de comment ça parle, ça devait être un combat serré. Et puis Sterling, il a dû faire quelques trucs en plus qui lui ont donné le combat. Très serré, ouais. Ça très pouvait aller d'un côté comme de l'autre. Et on a aussi le One Championship qui nous a offert une très belle carte. Non, mais le One, c'est le One. Le One, il y avait 3 ceintures chez les flyweight, une en MMA, une en Muay Thai et une en submission grappling. En Muay Thai, c'est Roteng qui gagne par KO sur un soc contre Tabares dans le 2e round. Submission grappling, c'est Mikey Musumeci. Et chez les flyweight MMA, Demetrius Mighty Mouse Johnson, donc qui gagne contre Adriano Moraes. Le One, c'est vraiment l'organisation, moi, que j'adore, hein, pas seulement parce qu'il y a du Muay Thai en cage, mais en tout cas, c'est génial. Il y a Stem Fairtex qui a combattu également, qui a battu Alice Anderson dans le 2e round. Sage Northcutt, l'ancien pensionnaire de l'UFC, qui est maintenant au One, qui bat Muchaba par soumission dans le 1er round. Bref, hein, tout ça pour dire que le One, il y a Super Bon, il y a Sitisha, il y a Alazov, il y a Angela Lee, il y a Malikin, il y a Brooks. C'est énorme, j'adore cette organisation. Et au niveau local, donc en France, le MMAGP a signé 2 nouvelles grosses têtes. Oui, donc le pensionnaire de la Hatch Academy, Yann Kwadja, donc qui restait sur 6 victoires de suite avant sa défaite au KSW là, contre Kijan Souk. Et la bordelaise Jade Joran, qu'on aura donc la chance de voir chez elle à Bordeaux le 17 juin. Donc elle reste sur 3 victoires, cette combattante du Combatté Global, qui donc fait sa première apparition au MMA Grand Prix. Et puisqu'on parle du MMA Grand Prix, Cédric Doumbé, qui a été la figure emblématique de cette organisation cette année, il fait le buzz en ce moment. C'est un coup de tonnerre dans le monde du MMA. Selon une information RMC Sport, Cédric Doumbé a enfin annoncé sa décision pour la suite de sa carrière. The Best a choisi de combattre au sein de l'organisation américaine du PFL. Avec un bilan de 4-0 depuis son passage du kickboxing au MMA, Doumbé aurait également pu opter pour le Bellator ou l'UFC. Mais il a choisi un autre plan, contre l'avis de ses fans qu'il avait sollicité il y a une dizaine de jours via un sondage en ligne. Le natif de Douala explique sa décision dans une vidéo publiée sur sa chaîne YouTube. Bien sûr que l'UFC était le premier choix. Je call out Ramzat, je call out Ousmane, je vais les tabasser, je les tabasse. Vous avez été presque 180 000 personnes à répondre. 70% ont répondu l'UFC. On le savait déjà. Pour faire son choix, 2 critères sont rentrés en compte. La question financière, le Français assure que l'UFC lui proposait un contrat à 20 000 $ par combat, plus 20 000 $ en cas de victoire. Une somme largement inférieure par rapport à ce que lui offre le PFL, qui sans compter la prime de base qu'il pourrait gagner, propose un tournoi à 1 million $. Autre argument, la densité de combattants dans sa catégorie à l'UFC, celle des welterweight. La course au titre est bien trop relevée selon Doumbé. The Best a annoncé qu'il fera ses débuts avec le PFL le 23 juin prochain à Atlanta, en intégrant directement le tournoi à 1 million $ qui s'annonce ultra relevé. Le nom de son adversaire n'est pas encore connu à l'heure actuelle. La conquête du marché américain démarre maintenant pour le Français de 30 ans. Seul l'avenir nous dira s'il a fait le bon choix. Qu'est-ce que vous en pensez, vous messieurs, de cette histoire? On préférait le voir à l'UFC, mais s'il va ailleurs, tant qu'il fait du sale ailleurs... Et justement, en parlant de faire du sale, il se trouve que vous en avez fait, vous aussi, au Cage Warrior. Vous êtes nos invités Spotlight.
Allez, on va commencer par toi, Nicolas. Donc toi, tu es la force tranquille pour ceux qui te découvrent aujourd'hui. On va donc te présenter quand même un petit peu. Tu es pratiquement né sur un tatami. Il me semble que tu as commencé le judo à 4 ans, c'est ça? Ouais, 4 ans. C'est hyper jeune. Toi, tu as dit judo avant même de dire papa-maman, quoi. Ouais, j'avais un grand cousin qui faisait du judo. Ouais. Du coup, mes parents m'ont mis assez rapidement au judo. Et puis, passionné direct, compétition assez rapidement. Et puis Ouais. après... Quel niveau tu avais? Le plus haut niveau que tu as eu? J'ai fait une fois les premières dives où j'ai pas... En junior où j'ai pas fait de podium. Mais après, j'ai fait quelques petites compétitions. J'ai fait champion départemental. J'ai fait les championnats d'Île-de-France quasiment chaque année. Ouais, À donc chaque fois, je c'était brillais un pas bon en niveau. première division. Je m'arrêtais toujours en deuxième division. Je faisais quelques tours et voilà. Enfin, c'est C'était quand même déjà- pas mal, hein. oui. Pour le judo, c'est bien. Le judo, il y a un gros niveau. Il faut du faut monde, être hein. pris en sport-études, sinon c'est Ouais. très compliqué le judo. Et ça, on s'en rend pas forcément compte. Et est-ce que c'est pour ça que tu as choisi du coup de t'orienter vers le MMA? Ouais, je pense que j'en avais beaucoup bouffé. Vraiment, j'en avais vraiment fait beaucoup et du coup, j'avais besoin d'un renouveau. Et du coup, j'ai fait un peu d'anglaise avant. J'ai fait un tout petit peu d'anglaise. Et après, j'ai fait un parallèle vers le MMA parce que je me suis dit, autant donner du judo pour pas s'en servir quand même. Et puis, on commençait à en parler un petit peu, on commençait à le voir. Donc, ça surtout- donnait envie. Et surtout que la transition entre boxe anglaise et judo, pour le coup, je trouve Ouais. qu'elle est assez fluide. Parce que Ouais. c'est très haut du corps. Donc Ouais, pour c'est toi, ça a été assez simple finalement la transition. Ouais, c'était. Après, bon, il y a quand même une transition avec les coups qui changent. Mais bon, c'était quelque chose qui me plaisait et que j'avais envie d'explorer un petit peu en tout cas. Alors tu as commencé donc le MMA en 2013. La progression, elle a été un petit peu lente. Tes combats, ils ont été très espacés. C'est dans ce sens-là que je veux le dire. Comment ça se fait que ça a été autant espacé? C'était le manque J'ai d'opportunités? commencé en 2012 et les premières années, enfin la première année en tout cas, j'ai fait pas mal d'amateurs, mais il n'y avait pas énormément de compétition par rapport à aujourd'hui, ouais. ce qu'il peut y avoir maintenant. C'est fou aujourd'hui ce qu'il y a Ouais, comme offre hein, ouais, pour les maintenant, amateurs. hein. c'est impressionnant, ils combattent tout le temps. Ah non, mais en une année, tu peux faire 20 combats presque. Ouais, Ouais, ouais. bah, on en a au club qui Ouais, ouais. qui en ont fait 20. ouais, c'est possible. Donc, Le week-end, normal. Donc ouais, non, j'ai fait les seules compétitions amateurs qu'il y avait. Donc j'ai fait un petit peu en France. En Allemagne, ils faisaient quelques organisations amateurs. Pareil, on a fait Italie, on a fait un peu Belgique. Mais finalement, sur l'année, on avait un peu tout fait et on était un peu bloqué. On se disait bon, on fait quoi? Et puis du coup, en 2013, j'ai fait premier combat pro entre guillemets, un pro un peu de l'époque et du coup en Belgique. Et après, j'ai commencé à partir de là. Et après, le fait que ça a été espacé, c'est une grosse blessure, un ligament croisé. Bon, lui, si tu peux en parler aussi, malheureusement. mais, C'est la tête que tu fais. Je compatis tellement. mais voilà, du coup, il y a eu un peu de ça, un peu un manque d'opportunités. C'est un tout. Et après, C'était quelle année les croisés? 2014. Non, et puis ouais, t'es surtout qu'à l'époque, le management n'était pas aussi structuré qu'aujourd'hui. Ouais, c'est C'est ça. compliqué quoi d'avoir des opportunités. T'es revenu parce qu'en 2016, tu fais le KOC Ouais, à c'est ça. Cognac. Ça, Mais ouais. tout le monde est passé D'ailleurs, par le c'était pas- KOC. C'était pas ton année aussi 2016? Non. Ah si, peut-être. Ah, on Si, s'est vous peut-être étiez croisés pas sur la sur la même même carte. Ouais, je sais plus. Peut-être. Non, je pense pas, je m'en serais C'était souvenu. pas Bon. 2016, ouais. En tout cas, je sais parce que je sais Toujours pas si- est-il. 2016, je pense en plus, mais. Ah ouais. Oui, 2016, toi, KOC, c'est sûr, je t'explique. Ouais. Je sais. Alors toujours est-il qu'en tout cas en 2020, tu as été recruté par le Cage Warrior. Grosse opportunité. Sur 3 combats, tu rencontres 2 adversaires du top 100 mondial. Donc tu es officiellement dans la cour des grands à partir de ce moment-là. La malchance a encore frappé, puisque comme 90% des combattants, tu as encore été blessé malheureusement. Est-ce que donc ça t'a tenu éloigné un petit peu? C'est une vraie question. Quand on est combattant, souvent les combattants sont aussi coach à côté, parce que c'est ce qui se marie le mieux au planning de combattant. Comment est-ce qu'on gère une période comme ça quand on est blessé? Parce que là, tu peux à la fois pas combattre et en même temps, tu ne peux pas être un professionnel. Après, ça dépend. Moi, j'ai réussi à quand même un petit peu travailler. C'est pas l'idéal, hein, sans doute, mais j'ai eu la main cassée du coup. Et quand tu as une main cassée, on peut relativement conduire. On peut, si on a, courir, tu peux ouais, faire on pas mal de peut choses. montrer un petit peu des exercices. Si tu as des clients déjà réguliers en coaching, et bah, tu peux un petit peu montrer sans tout démontrer. Et pareil sur les cours collectifs sport de combat, si tu as des habitués, bah, tu peux faire la démonstration avec tes habitués, tu leur dis de montrer une technique et puis tu t'adaptes. Et j'ai eu la chance de pouvoir faire ça. Donc j'ai un peu continué à travailler, donc c'était pas si catastrophique que ça. Bon,
mentalement pour sa carrière, c'est jamais le top, hein, sans doute, mais pour le boulot, ça a été. Ouais. En tout cas. C'est comme ça que tu gardes le cap à la Voilà. limite. Morgan, toi aussi, t'es passé par là. T'as eu une grosse blessure au plancher orbital. Ça a été un moment très dur pour toi. Ouais. Comment t'as réussi à rester optimiste dans ce moment-là? Moi, je suis resté la tête dans le guidon à m'entraîner et puis à essayer de faire ce que je ne peux pas faire d'habitude ou à trouver des opportunités parce que je sais pas, je peux plus prendre de coups au visage, peut-être je pouvais plus travailler autre chose. Tu vois, j'essaie de voir le côté plus positif à chaque fois pour pas me morfondre dans la blessure et attendre que ça passe parce que perdre 6 mois, 1 an, c'est hyper long, surtout dans une carrière sportive. Donc moi, j'ai juste avancé, continué à travailler sur d'autres choses que j'ai pas le temps d'habitude ou que je peux pas faire, que ce soit du côté professionnel ou dans le sport du coup. Juste essayer des nouvelles directions vu que fallait que je m'adapte. Je me suis adapté quoi. Bah, c'est ça, c'est la clé de la survie même Ouais, hein, voilà. pour un être humain. Il y a toujours un truc. C'est ça. toujours un truc à faire. Alors, justement, Nicolas, toi, tu avais un contrat avec le Cage Warrior. Pourtant, ton comeback après la blessure, tu l'as fait au MMA GP. Qu'est-ce qui s'est passé? Que tu joues sur 2 tableaux? Comment ça se passe maintenant? En gros, quand j'ai voulu reprendre au Cage Warrior à peu près 1 an après la blessure, on a eu du mal à trouver des adversaires. Le Cage Warrior m'a proposé des noms. On a dit oui, je pense à tout. Et on a eu énormément de refus. Donc, on l'explique pas forcément trop. Je pense le fait que je sois à ce moment-là pas trop bien classé mondialement et du coup que je reste une opposition assez forte. Et je pense que l'un dans l'autre, ils se disaient pourquoi tant de risques. Et donc on a eu du mal à trouver. Donc au bout d'un moment, on leur a demandé si on pouvait aller ailleurs. Et c'était pas hyper pour au début, mais finalement. Il a fallu les convaincre. Ouais, un petit peu. Et puis finalement, ils nous ont autorisés. Et j'ai eu l'occasion de combattre du coup MMA GP au Zénith pour. Alors là, comment tu la joues? T'as un double contrat? Un double multi-fight? Non, C'était un one-shot au MMA C'était un GP? one-shot au MMA GP. On a des contacts avec le MMA GP, hein, mais c'était uniquement un one-shot et je suis retourné au Cage Warrior derrière et je suis toujours en contrat avec eux pour l'instant. Et alors, tu aimerais bien revenir au Cage Warrior, au Cage Warrior ou au MMA GP? T'aimerais refaire un double shot comme ça? En vrai, ce serait idéal de pouvoir faire des compétitions en France et le Cage Warrior pour l'étranger. Pour l'instant, on n'a pas réussi à avoir cette chance comme a pu l'avoir Mehdi, par exemple, Mehdi Ben Lagdar. Mais on va voir au fur et à mesure. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il me reste un combat ou quelques mois, parce que les contrats Cage Warrior, c'est toujours soit 5 combats ou 18 mois. Donc du coup, voilà, c'est un temps ou un nombre de combats. D'accord. Et là, du coup, le nombre de combats, il m'en reste 1. Et les mois, il m'en reste 4, je crois. Donc, donc c'est bientôt fini. donc voilà, ça pourrait être bientôt fini. Et après, on voit, ils sont... Toi, t'aimerais poursuivre au Cage Warrior ou tu te dis bon? Ouais, ça dépend ce ça qu'ils dépend. m'ont proposé un petit peu. Ils nous ont le lendemain de la victoire il y a quelques semaines à peine, ils m'ont proposé de re-signer. Ils m'ont dit on veut te re-signer sur un multi-fight. D'accord. Mais on n'a pas donné de réponse pour l'instant. On a demandé potentiellement à combattre en juillet. Et pour l'instant, ils ne nous ont pas donné d'adversaire potentiel. J'ai donné quelques noms pour voir s'ils acceptaient, mais pour l'instant, pas de réponse. Donc on attend un petit peu, c'est proche. Ils ont eu l'événement à Rome qui était ce week-end, donc je pense qu'ils étaient pas mal occupés. Alors justement, ce combat, on va en parler. Alors on va voir aussi d'ailleurs les images d'RMC Sport. C'était un combat qui était très important pour toi. Tu peux nous dire pourquoi? Déjà, c'était un retour au Cage Warrior. C'était important. Pour moi, j'avais du coup mon dernier combat, je m'étais fracturé la main pendant le combat. Donc du coup, j'avais à cœur de refaire un beau combat au Cage. Mais en plus, cet adversaire-là avait battu quelqu'un que j'avais affronté et contre qui j'avais perdu en 2015 ou vers là. Donc ça me rattrape un petit peu une victoire, entre guillemets. Donc déjà, ça fait plaisir. En plus, il était un peu mieux classé mondialement que moi, donc ça me fait monter aussi. Donc voilà, c'était un tout. Et ça fait du bien de refaire dans un premier round. Tu finalises le combat de manière assez spectaculaire avec un bulldog choke incroyable. Alors, comment tu l'avais préparé ça? Enfin, ça faisait partie du game plan? En vrai, c'était complètement instinctif. C'est une technique qu'on a en lutte à livrer, du coup, qui existe et qu'on a déjà travaillé au club ou NR Fight chez Nicolas Régnier. Mais Qu'on ne voit jamais. Mais qu'on voit très peu. Mais regarde, il lui arrache la tête, regarde les images. C'est énorme. Qu'on voit très peu, mais qui en vrai est efficace en ça MMA marche archi bien. à partir du moment où on a le bras sous la gorge et que
les 3 quarts du temps, on cherche toujours à sortir les crochets du dos pour pouvoir se sortir de l'étranglement arrière, mais en soi, c'est pas la priorité. La priorité, c'est de défendre le bras. Et du coup, ça donne l'occasion du bulldog choc. Alors, ça arrive pas énormément parce que je pense que les techniques de lutte à livrer sont un peu moins académiques que ce qu'on peut voir en jiu-jitsu. C'est une technique qui existe. Mais ce bulldog choc, est-ce que tu aimerais le placer, par exemple, contre Michael Aljarouj? Ah, pourquoi pas? Non, parce que alors, attends, faut quand même qu'on recontextualise. Il y a eu un petit buzz là sur les réseaux. Ah, il y a eu un beau petit buzz, ouais, notamment Gaëtan quand on a remis une petite couche. Ouais. par Alors, rapport à ce recontextualise bulldog choc. ça, parce que tout le monde n'a pas suivi. Bah, en fait, ouais, il y a eu. T'avais commencé à un petit peu appâter Michael, c'est ça, sur les En vrai, réseaux? on avait déjà failli s'affronter il y a, Oui, au il y a KOC il y a Exact. quelques années. Et 2019, ouais. je m'étais Ouais. fait une entorse de l'acromien claviculaire, donc j'avais pas pu faire ce combat-là. Ouais. Et on avait essayé de reporter, mais chacun avait une opportunité. Et puis ça s'est jamais fait. Mais en vrai, c'est toujours quelqu'un que j'ai envie d'affronter parce que je pense que ça ferait Un super ça combat. serait un Très beau beau combat. Oh oui. Et J'ai voilà, aimé après- les. Voilà, parce que Mais ça parce que s'est les fait coachs dans la s'en bonne sont ambiance. mêlés, J'ai en aimé, fait. moi, Ouais. ils t'ont enlevé ta barbe, et ça a fait une tête d'enfant. Et puis, c'est ce genre de trash talk sain Ouais. que j'aime bien. C'est bon enfant, ça taquine, Voilà, ça se voilà. respecte parce Ouais. qu'ils connaissent tous les deux leur niveau, tout simplement. Bien sûr. Et ça, moi, c'est un combat, par Ouais, contre, que puis- j'adorerais voir. Michael, voilà, ça finissait avec Michael, parce que je le connais depuis très longtemps. Toi, tu es un super combattant. Le fait que c'était seulement ton deuxième combat en France. On a Ouais. eu la chance, moi c'est ce que je dis, c'est une chance de voir Michael Leblond, Nicolas Leblond, pardon, combattre. Ouais. Vous avez fusionné. Voilà, Michael, ouais. En France, donc. Ça donnerait voir un de ces trucs. Michael Leblond et Nicolas Aljarouj. Ah, ça Mais devrait et vous être voir là, l'un plus contre de l'autre, bodybuilding. ça serait vraiment un très bon combat pour une ceinture, pour je sais pas. Je pense que ça arrivera forcément, Ouais, je pense forcément aussi. un jour. Surtout qu'aujourd'hui, il est considéré comme le numéro 1 de la catégorie. Et toi, tu as peut-être envie de montrer que. Actuellement, c'est pas lui le numéro 1. Ça serait qui? C'est moi le numéro 1. On adore. Sur les classements. Regardez les classements. Si on regarde les classements Fight Matrix, je suis Oui, c'est vrai. numéro un. Ouais, t'es numéro Donc un. il y a le vrai classement qui existe, c'est Fight Matrix en réalité, parce que Tapologie ou certains, il y a plein de choses qui référencent les combats et ce qui référence le plus de combattants, toutes les organisations confondues, c'est le site Fight Matrix. Ouais. Et actuellement, je suis devant. Alors Nicolas Renier, justement, sur les réseaux, donc Nicolas Renier qui est le propriétaire du NR Fight, a manifesté son envie d'organiser ce combat auprès du MMAGP. On a posé la question à Gaëtan Hurtel, est-il pour? La réponse tout de suite. Michael Aljarouj, Nicolas Leblond, complètement. C'est un combat qui a du sens, qui aurait de l'intérêt. Donc oui, en fait, le MMAGP propose l'avantage et le privilège de mettre, pour moi, ce qui se fait de mieux en 57 kilos en France. Quand on a Michael Aljarouj, Boirsard, Nicolas Leblond au sein d'une même organisation, c'est quand même une belle opportunité pour Michael d'essayer de tous les battre. Et puis d'affirmer une nouvelle fois, si ce n'est pas encore clair dans l'esprit des gens, qu'il est le meilleur 57 kilos en France à l'heure actuelle. Bon, en tout cas, ce combat, on l'attend avec impatience. Hein. On aimerait bien le voir. Parce qu'en vrai, ça vaut un beau combat international, hein, franchement. C'est une affiche incroyable. Ouais. Incroyable. Ouais. Ensuite, donc vous étiez en équipe ce jour-là. Morgan, tu étais là. Donc le NR Fight a représenté de la plus belle des manières. Donc toi, Morgan, tu as été champion du Cage Warrior. Tu es l'un des combattants les plus populaires de ta génération, de par tes combats, mais aussi parce que tu as cette aura, tu as cette carrière médiatique, entre guillemets, notamment par rapport à YouTube. Donc là, j'ai le sentiment quand même que malgré le fait que tu coches toutes les cases du combattant parfait, on ne te fait jamais de cadeau. Ah ouais, bah ouais. Ça vient du cœur, ça. C'est la vie, tu vois. Non, mais parce qu'on pourrait t'arranger. Ouais, T'as ouais. tellement un bon profil, on pourrait t'arranger, mais on t'arrange Ouais, jamais. En fait. effectivement, non, mais après, c'est pas l'objectif que j'ai aussi d'avoir des passes droits ou que ce soit plus simple pour moi. Genre, je veux vraiment y arriver par moi-même dans la difficulté et suivre le même chemin que les autres combattants, quoi. De pas avoir de passe droit parce que j'ai plus de visibilité ou quoi Non, que mais ce soit. les Et décisions litigieuses, au moins. Au Ah, moins bah pas ça. les décisions, c'est la vie, tu vois. J'ai envie de te dire, je suis pas juge, je contrôle pas du tout ça et c'est à moi de faire en sorte que ça arrive pas, quoi. Bah, après, c'est pas de chance et puis c'est compliqué, hein, c'est la politique du combat. Hein. Des fois, tu penses que tu vas gagner et au final, c'est le juge qui choisit autre chose, tu On ne vois. fait pas beaucoup de cadeaux parce que t'es jeune, mais Ouais. dans le milieu du MMA, c'est un vieux de la vieille. T'as 27 combats. quand Ah même. ouais, j'ai Non, mais c'est vrai, et énormément de t'as un parcours qui Il a est. vécu ouais, l'histoire du non, MMA. On te connaît, enfin moi je te connais depuis des années, Ouais, des ouais. années. Donc Non. c'est vrai que tu es là depuis très longtemps. Donc c'est vrai que je pense que les gens aussi. Tu fais peur.
Ouais. Donc, bah, on va pas lui faire de cadeau. Non, malheureusement. non, c'est ça. Moi, je pense que c'est Bien aussi sûr. que les juges sont plus exigeants avec moi Bien et sûr. tout sur un tas de choses. J'ai vraiment ce ressentiment et c'est un truc de fou parce que je peux pas parler avec eux. Ils disparaissent direct avant la fin de l'événement. Et tout. Moi, j'aimerais bien discuter avec eux. Non, mais pour savoir vraiment qu'est-ce qu'ils attendent de moi dans la Oui, cage. ça te donne des vis-à-vis indications tactiques. du pointage en tout cas, parce qu'il y a des fois, je comprends pas. Tu vois, je comprends Mais est-ce qu'il n'y a pas ce côté, justement, peut-être trop médiatique par rapport aux réseaux sociaux, qui fait que bah ils ont ce petit truc, ah ok, il est capable de nous faire sur ses vidéos YouTube, machin, il se met beaucoup en avant, bon on va pas lui faire de cadeau. Parce que des fois, l'homme est comme ça, Je sais pas, hein. un peu de jalousie, donc bah, on va un peu... Pour ça, on saura jamais, on n'aura les jamais la juges, réponse. c'est des personnes objectives. Normalement. En plus, la plupart, c'est des Anglais. En tout cas, ils sont pas francophones, donc je pense pas qu'ils regardent ma chaîne YouTube. Ils Je connaissent. pense pas qu'ils me suivent non plus, tu vois. Et ils me connaissent parce que le quai de joueur, il parle beaucoup de moi, etc. Mais je suis pas sûr que ça joue grand chose. Non, j'ai pas de réponse à ça en vrai. J'ai aucune réponse. Tant pis. Enfin, dommage, c'est dommage. C'est dommage. Alors, est-ce qu'on peut considérer, donc avant de faire ta remontada, tu es en pleine remontada en ce moment, tu as eu une période un peu compliquée, tu as perdu ta ceinture, ensuite tu as eu cette blessure. Est-ce que tu t'es posé 1 milliard de questions après cette ceinture qui t'a été entre guillemets, un peu volée? Bah après, ouais, c'est clair que je me suis posé beaucoup de questions. Il y avait beaucoup de remises en question de moi, de tout mon environnement, des gens qui sont avec moi, voilà, de tout ce que j'ai pu faire. J'ai fait une grosse remise en question, j'ai vraiment passé du temps à réfléchir à qu'est-ce qui peut changer, qu'est-ce qui doit être changé, mais qu'est-ce qui ne doit pas être changé aussi, parce qu'en soi, c'est des décisions très serrées, ça peut aller des deux côtés, il y en a une même, ça aurait dû être de mon côté. Du coup, c'est aussi, il n'y a pas forcément des choses à jeter, quoi. Du coup, c'est vraiment une situation compliquée, parce que, en fait, ce qu'on faisait, ça marche, c'est bien. Mais voilà, comme on arrive à la décision, il y a quand même quelque chose qui ne va pas, tu vois. Pourquoi on arrive à la décision déjà, etc. Donc il y avait quand même des choses à changer, mais pas tant que ça, parce que ça a fonctionné et ces décisions sont vraiment serrées, controversées. Donc ouais, ça a été dur de faire les bons choix, parce que c'était des vrais choix Et puis à on n'est faire. jamais sûr que c'est des un bon vrais choix. changements, et c'est ça, et on n'est jamais sûr que ce qu'on va faire, ça va nous apporter du plus. Et ça se trouve, ça aurait pu être complètement l'inverse. Donc c'est une prise de risque, mais après, C'est la zone. c'est la vie, la quoi. team ça s'est posé comme question Moi, ou pas, j'ai ou- changé de team. Oui, t'étais, c'est ça, Chapaquet. j'étais à la Chapaquet. Ouais. Je suis parti au NR Fight à temps plein. Ouais. J'y étais avant à temps partiel, on va dire. Et je suis parti à temps plein pour vraiment tout centraliser là-bas, que Johnny s'occupe à part entière de mes game plans, de mon évolution. Donc c'est pour ne pas t'éparpiller? Pour pas m'éparpiller, exactement. Le choix, il a été fait pour pas m'éparpiller, et aussi pour pouvoir vraiment m'entraîner la journée avec tout le groupe pro. Du coup, tu vois, il y a Leblon qui est là, il y a Philipponi, il y a tout le monde qui est là. La journée de 10h à 16h, il y a tout le groupe pro qui est là, des mecs qui s'entraînent, qui ont du niveau. Ça peut être vite compliqué à la team Chapaquet où on s'entraînait que le soir de 20h à 22h, je me couchais tard. Et c'est des gens qui sortent du travail, c'est pas la même chose. C'est pas la même, ouais. C'est pas la même chose. Et il y avait des pros, mais ils n'étaient pas tout le temps là. On n'était que 3-4. Les KT, on était hyper disparates quand même. Donc c'était vite compliqué. Et ça a été bien pris de la part de Chapaquet? Oui, oui, bien sûr, ça a été bien pris. Je les vois encore. On a une très bonne relation. C'est la vie, quoi. Faut que j'avance et je peux pas tirer tout le monde avec moi. À un moment, il faut être un petit peu égoïste, malheureusement. Donc, il fallait que je fasse les meilleurs choix pour moi. À ce moment-là, je pense que c'était ce qui avait le mieux pour moi. Après, je peux me tromper. On ne sait pas. Hein. En tout cas, vous avez l'air de vous être trouvé avec Johnny. Hein. En tout cas, ouais, ça marche bien. Hein. Ouais. Et, pour l'instant, on est sur Une belle 100% de osmose. victoire tous les deux. On travaille super bien, ça se passe très bien. Donc, ouais. Bon, bah, espérons que ça continue. À Dublin, donc tu étais sur la main card. C'était un deuxième comeback pour toi quelque part. Ouais. C'était important de confirmer, c'est ça? Ouais, bah, c'est important que je continue à performer, à confirmer, et à faire des beaux combats, des beaux finishes, et à surtout vraiment montrer de quoi je suis fait et le combattant que je suis, parce que du coup, ces 2 dernières années, ça a été compliqué de m'exprimer. J'ai fait des superbes combats, mais que je perds au final à la décision. Donc, on va dire que justice m'a pas été trop rendue sur les combats. Donc, c'est un peu... Pour moi, c'est un peu frustrant, voilà, c'est le mot. Ça a été frustrant, ça a été des années frustrantes où je m'entraîne énormément, je délivre des combats de ouf, mais voilà, Bien sûr. je n'ai pas le retour sur ça. Puis je fais mon retour en novembre, pareil, je fais un combat de ouf contre un Croate qui était hyper fort au final. On fait un combat de fou et pareil, tu vois, pas trop de retour sur ça. Donc c'était encore un moment frustrant. Donc ouais, là, c'était encore, je devais revenir en mars, combat annulé. Donc je continue de m'entraîner.
me dis bon là ce combat, faut vraiment mettre un point d'exclamation. Même moi là, ça fait longtemps que j'avais pas eu de finish du coup, que j'avais pas mis KO quelqu'un ou faire une soumission. On va revoir les images. Important. Pendant que tu en parles, il faut absolument qu'on revoie les images. Ouais. Et du coup pour moi, c'était le plus important, c'était de finir le combat et c'est bon les décisions quoi. Donc moi j'étais super focus sur ça. Là, tu l'as bien fini là. J'ai 27 combats pro, donc j'ai c'est subi ça. toutes les situations au monde. J'ai eu un mec dans mon dos qui était 40 fois plus fort que lui, plus lourd que lui, plus préparé que lui, et il m'a pas soumis. Donc moi, automatiquement, il n'est pas meilleur que cette personne. D'accord, donc il t'arrives va à pas te- m'avoir, ouais. tu vois. Et puis à l'entraînement, inversement, j'ai fait des suicides où je suis au milieu 10 minutes et il m'envoie des gens dans le dos et moi je suis fatigué et je dois pas me faire soumettre. Je sors, je me fais pas soumettre. Moi, j'ai ces données en moi, donc je le sais que. En fait, il a réveillé un démon, j'ai l'impression. Ouais. Parce qu'au moment où il arrive dans ton dos, au moment où tu reprends cette position dominante, mais c'est un autre Morgan qu'on a. Ouais, bah en fait, ça revient à ce que je t'ai dit au début. J'en ai marre vraiment des décisions, etc. Ouais. Et on va dire, je me suis vraiment lâché à 100%. Je me suis pas retenu. J'avais aucune question dans ma tête. J'ai juste agi. Et je me suis dit, quand je sors, je l'allume. Ouais, mais c'est énorme. Moi j'étais là, je regardais le combat, je faisais allez. Mais parce que Aussi simple que ça. Aldric Cassata, sur les réseaux, il a dit ce grand handpound devrait être enseigné dans toutes les écoles. Mais est-ce qu'il y a vraiment une école? Est-ce qu'il y a un secret pour ce grand handpound? Ouais, il y a quand même il y a un secret. C'est pas de la sauvagerie. Chez nos confrères d'RMC Fighter Club, est-ce que tu peux juste nous redire ce qui s'est passé et pourquoi ça a pris autant d'ampleur, cette polémique? Du coup, on part de mars où Jameson Dean ne peut pas faire le combat parce qu'il a eu une infection. Donc c'était le combat qui était prévu à Londres. Donc je combats pas, je pars aux États-Unis me préparer. Aux États-Unis, au bout de 2 semaines, il me trouve un adversaire. Donc il me restait 3 semaines avant le combat. J'avais un adversaire, donc Pedro Coleman, qui avait combattu OARS avant. Et donc le problème, ça a été que 5-6 jours avant mon combat, le ARS, ils ont fait une demande pour pas qu'il y ait le combat. En disant que Pedro Coleman était sous contrat avec eux. Ça, on n'est pas vraiment sûr parce que non, le Cage Warrior, ils ont demandé à son manager directement quand ils ont vu qu'il avait combattu ARS s'il était en contrat avec le ARS. Est-ce que c'est pas un manque de professionnalisme du manager dans ce cas? Possible. Ouais, c'est possible aussi. Moi, je n'ai pas de réponse, tu vois. Moi, je suis juste combattant. Moi, je dis ce que j'ai appris, c'est que de base, c'était Pedro Coleman, tout était OK. Le Cage m'ont dit c'est bon. Son manager a dit OK, il n'est pas en contrat. Au final, il est en contrat. Le ARS fait jouer leurs droits pour empêcher Pedro de m'affronter. Donc Pedro est sorti du combat, donc il n'y a pas de combat avec Pedro. Et donc ils avaient 6 jours pour me retrouver un adversaire. Et la polémique, elle vient surtout du fait que le ARS aurait pu le faire au moment de l'annonce du combat, plutôt que d'attendre 6 jours avant le combat. Mais ça, c'est de la guerre d'organisation. C'est Game of Thrones, hein. Franchement, c'est Game of Thrones. Alors oui, c'est de la Mais guerre. moi, c'est plus, je suis toi qui es français. pénalisé, C'est ça qui me dérange. C'est juste ça qui m'a dérangé. Guillaume qui est mon manager, il y a des combattants au ARS qui sont de mon management de la BTT, donc ils sont en contact régulier avec mon manager. Un petit appel à Guillaume, ce combat c'est pas possible, Pedro il est avec nous directement 10 jours avant, ça mange pas de pain, ça nie pas ma prépa, il me retrouve un adversaire direct, c'est plus simple. Mais moi je pense que c'est surtout pour embêter le Cage Warrior. Ah oui, non, c'est pour embêter le Cage Warrior 200%, mais ça parce que le Cage Warrior, s'auto-embêtent c'est ça, tous les le deux, Cage Warrior leur a réciproque, déjà fait ça aussi inversement, mais je pensais que quand même le fait que je sois dans la balance. Mais c'est ça. Là, tu peux dire, on va embêter le Cage Warrior parce qu'ils nous l'ont déjà fait. Mais l'intelligence veut que non. Ok, le Cage Warrior, on s'en occupera plus tard. Il y a Morgan, un Français qui combat. On peut pas faire ça 8 jours avant. Tu sais ce que ça veut dire dans la On m'a mytho. reproché de pas être humble et tout, de me soucier que de ma personne, de dire ça, mais non, pour mais moi c'est c'est juste. C'est de la bienveillance entre c'est Français ça, en fait. Ouais, mais bien bon, sûr. c'est pas grave, c'est de l'histoire. Au final, j'ai eu mon combat. Dans la mythologie grecque, Arès, ça veut dire dieu de la guerre, je crois. Donc à partir de là, le message est clair. C'est ça. Et du coup, au final, mon manager, il a pas dormi, il a cherché comme un ouf un adversaire avec le Cage. Ils m'ont trouvé un adversaire plutôt bon en plus, parce qu'ils auraient pu me trouver quelque chose de pas ouf et ça aurait été moins stylé. Au final, le mec était à 18-4 et tout. C'est un bon record et il était fort. Donc ils l'ont contacté, etc. Il a pris le combat. Donc déjà, moi, je l'ai remercié d'avoir pris le combat. Tout est bien qui finit bien. Franchement, heureusement. Ils avaient ramené un deuxième adversaire. Hein. Ah ouais. J'avais 2 adversaires. Il y a un autre adversaire qu'ils avaient trouvé. Et du coup, j'avais 2 personnes qui étaient là. Et les 2 ont fait le poids.
Ah ouais. En plus, ah oui, donc voilà. Et non, donc, c'est s'il y bien. en a un des deux qui avait un problème, j'avais un Bravo. combat dans tous les Non, cas. Vraiment bravo. Et du coup, si jamais un jour l'ARES il te propose de combattre pour eux, t'es. Ah, je sais pas, on verra. Alors justement, On verra, parlons-en. mais je suis un peu rancunier. Ouais, Mais après, le travail, c'est le travail. Ouais, bien sûr. C'est comme ça, c'est la vie. Hein. Alors, est-ce que toi, tu pourrais tenter d'être séduit, un peu comme Nicolas Leblond ou comme Mehdi Ben Lagdar, par un double projet, à la fois avec le Cage Warrior ou avec une organisation locale? Ça pourrait être possible, ça, dans tes plans de carrière ou pas? Ça pourrait être possible, mais il faudra mettre la main à la poche. Quoi. Ouais. Le message est clair. Normal. Ouais, Non, normal. mais ouais, Normal. moi, je Mais ça paye bien aujourd'hui en France. Hein. Combattre, ouais, bien sûr, j'espère combattre en France. Mais pour l'instant, moi, je suis vraiment sur une carrière plus internationale que française. Les matchs franco-français, j'aime pas ça. J'aime pas affronter des compatriotes, on va dire, des pairs Ouais. à moi, d'autres Français. Mais tu pourrais être ouvert, en tout cas. Mais c'est possible, oui. Je suis pas arrêté. En fait, je suis arrêté à rien. Je suis encore très jeune. Tu vois, je veux pas me fermer des portes ou quoi que ce soit. Donc, bien sûr, je peux être amené à combattre sur le circuit français. Mais mon objectif, c'est quand même de finir mon histoire au Cage Warrior et puis de passer dans une organisation encore plus grosse derrière. Et je sais pas si actuellement en France, il y a ce que je recherche, tu vois. C'est clair qu'en termes d'argent, de prime, il y a ce que je recherche. Mais en termes d'opposition, de niveau de match-up que je veux retrouver, de ce que j'ai actuellement au Cage Warrior, en France, il y a très peu d'organisations qui peuvent me proposer ce que je recherche. Affronter des mecs qui sont classés beaucoup plus loin que moi dans Fight Matrix, ça m'intéresse pas. Et j'adore affronter des Anglais, des Irlandais, tu vois, des Brésiliens. J'aime beaucoup faire le France contre un autre pays, tu vois. Et revenir en France, ça te met tout de suite plus dans France contre France. Après, ça pourrait être un France contre un étranger. Non, même, bien ça, sûr. ça, Mais bien par sûr. rapport au classement, il Oui, faudrait mais, vraiment bien. Souvent, les organisations françaises, les étrangers qui ramènent, c'est pas des mecs qui sont classés très très loin dans Fight Matrix, parce que les mecs sont pas en contrat avec leur gars française, tu vois. Moi, ok, les étrangers que j'affronte sont en contrat avec le Cage. Les mecs qui sont classés dans les 100 premiers mondiaux, il y a que des prospects autour de moi. Enfin, moi, j'adore cet environnement, c'est hyper compétitif et je suis vraiment dans le MMA à l'international, à l'américaine, à l'anglaise. C'est différent de la France. Justement, tu t'es préparé à San Diego. Il y a pas mal de combattants qui s'entraînent là-bas, qui font leur camp à San Diego. Et d'ailleurs, ils sont en train de structurer le Cage Warrior à San Diego. On pourrait te retrouver en Californie éventuellement? Ouais. Parce Ouais, que ouais. tu pourrais combattre là-bas. Ouais, je pourrais T'as un combattre visa? à San Diego. Le Cage Warrior me ferait le visa. Ah, super. Le Cage Warrior me ferait le visa. Donc, ouais, je Et peux vivre combattre là-bas, à- ça pourrait être à San envisageable, ça? Diego. Vivre là-bas, ça peut être envisageable, mais pas toute l'année, quoi. Parce que j'ai quand même ma famille ici, j'ai des affaires ici, des trucs à faire. Mais non, régulièrement, par contre, aller aux États-Unis, en Californie, m'entraîner, T'as ça, senti c'est que ça t'avait quelque fait du chose. bien? Ouais, ça m'a fait énormément de bien. Je pense que mon finish, il vient du fait que je me sois entraîné là-bas. Ils pensent différemment sur la façon de voir le MMA, la façon de combattre, de finir les combats, etc. Et c'est pas la façon de le faire qu'ils m'ont appris, c'est plus le mindset d'avoir pour trouver ce finish, D'accord. etc. Vraiment la façon d'apporter le combat, de prendre le combat. C'est plus dans cette façon, le coach Marc Fioré, du coup, qui s'appelle, il m'a dit quelques trucs qui sont restés un peu écrits en moi, tu vois, que j'ai pris. J'ai dit, ah, il n'a pas tort dans ça. Ou dans cette approche, Super. c'est intéressant. Et du coup, je l'ai gardé en moi et je pense que c'est vraiment sorti sur ce combat de... Allez, on y va. Allez, en tout cas, c'est très enrichissant. Tu t'es entraîné où? MMA Academy, du coup, c'était au Studio 540. D'accord. Donc, c'est un gros club de jiu-jitsu là-bas en Californie où il y a des mecs super forts. Il y a un mec qui s'appelle J-Flow Judo, quelque chose comme ça, qui est un lutteur judoka, exceptionnel, le mec. Et donc, on s'entraînait là-bas et au Boxing Club. Donc, c'est un club UP comme Fitness Park, mais vraiment très, très UP, où on faisait là-bas les cours de boxe, etc. Voilà. Puis voilà, MMA Academy, du coup, c'est le club. Donc c'est ouvert à tout le monde, c'est pas seulement non, c'est pour pas les. ouvert à tout le monde. Ah non, c'est pas ouvert à tout le monde. Le MMA Academy où je me suis entraîné, non, c'est que c'est des combattants qui ont été signés du coup par Graham Boylan. Il a fait des tryouts en Angleterre, en Asie. Il a pris les meilleurs du coup. T'en as les Asiatiques qui sont sur le circuit Road to UFC en Chine pour signer à l'UFC à la fin du tournoi. Donc dans l'équipe, tu as une grosse partie d'Asiatiques balinéens. Je ne sais pas si on dit comme ça, enfin ceux qui habitent à Bali, quoi, qui eux sont sur le circuit asiatique Road to UFC. Et sinon, tu as des prospects italiens, anglais, quelques mecs de l'Est qui ont été choisis par Graham et son équipe. C'est très select. Et eux, ils ont comme une bourse, on va dire. Et ils sont entraînés depuis, ils étaient là-bas depuis mars ou bien avant, même février, depuis février, 12 semaines, je crois, qu'ils ont fait là-bas, pour s'entraîner, pour combattre au cage ou au Road to UFC. Et s'ils gagnent le combat, ils sont signés au cage avec un beau contrat.
avec pas mal d'argent à la clé et tout. Et ils s'entraînent en full time à San Diego. Du coup, ils sont pas chez eux, ils sont full time là-bas, payés, nourris, logis. Trop bien, ça. Ouais, c'est bien. C'est le rêve de tout combattant. Exactement, ils ont juste à s'entraîner. Il y a un minibus qui vient tous les matins. Génial. 5 minutes, ils t'emmènent, hop, ils sont à la salle, Génial. le coach il gère tout. Il y a un planning qui est envoyé de la semaine, tu fais ça, ça, ça. Il y a les 1000 preps. Conditions parfaites, quoi. Il y a les 1000 preps qui sont prêts. Et il y a une agence de 1000 preps qui ramène les plats. Tu as ton micro dans ta chambre. Oh, le rêve. Prof. Non, mais le Ouais. rêve. Donc, c'était pas mal. Ouais, c'était pas mal. Ouais, c'était pas mal. Alors, on va conclure maintenant parce que malheureusement, le temps tourne. Ça passe trop vite, cette Il y émission. avait juste Benoît Blanc aussi. Hein. Oui, Cage Warriors, qui a qu'on gagné salue. aussi, Grosse performance. Qui bat Grosse performance. pour soumission le premier round. Deux soumissions. Très impressionnant. Très impressionnant. Soumissions au premier round. La conclusion, donc, après ton combat, tu as été approché par le Cage Warrior. On t'a dit ce qui allait suivre ou pas? Ouais, après ce combat, c'est déjà préparé. Normalement, je combats au mois de juillet contre le D'accord. deuxième adversaire qui m'avait prévu. Vu qu'il est super. chaud de m'affronter. Très bien. On l'a verrouillé direct, tu vois. Ouais, au moins, c'est Tu veux sûr. m'affronter, il n'y a pas de souci. Il y a Tac, la tac. date déjà, il y a la date C'est le 21 juillet, je crois, le prochain Cage Warrior. Ouais. D'accord. Donc là, tu repars à l'entraînement, en fait. Ouais, c'est Ah ouais, reparti. pas le temps. Je me remets dans une prépa directe. J'espère juste que mon adversaire, il va venir et qu'il n'aura pas de blessure ou quoi que ce soit, parce ouais. qu'il reste quelques temps, quoi. Bon, eh bien, écoute, c'est tout ce qu'on te souhaite. T'aimerais recombattre pour la ceinture, j'imagine, pour la récupérer? Oh, pas spécialement. Ah ouais, pas tant que spécialement, ça c'est pas l'objectif. Hein. Et l'objectif, c'est quoi alors? Ouais, On peut être dans la confidence ou c'est de gagner mes prochains combats, c'est ça l'objectif. D'accord. Étape par étape. Étape par étape, T'as bien exactement. raison. Je veux pas me projeter, tu vois. Enfin là, ma projection c'est 21 juillet. Ouais. J'ai un autre Brésilien à faire une belle performance contre lui, à le finir de la même façon, aussi spectaculairement. Et puis après on verra hein, la suite. Bien vérifier Après ce qu'il est combat. pas sous contrat avec l'ARES. Hein. Ouais, on va vérifier. Ouais. Non, normalement c'est bon. Messieurs, merci beaucoup d'avoir été présents. C'était un plaisir. Merci Seb, toujours avec ton Merci. sourire hein, habituel. Et puis ton talent aussi. Hein, merci. N'oublie jamais ça. Et quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine avec de nouveaux invités de prestige. À très bientôt. Bye.